Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Avec mon rien à branler nature, je vous pisse bien profond à l'arrêt. Rien à branler existe aussi en pro-familial. Connard. Les devins, les sorciers, les somnambules s'agitaient comme des fous sur leur pendule quand on leur a demandé ce qui allait arriver. Tous ces braves gens ravis comme un seul homme ont déclamé le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. À New York, la statue de la liberté s'ennuyait sur son socle. Elle voulait danser pour pas la voir pleurer. On vint la délivrer des cales, mis pied à terre. La statue se mit à chanter. Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur les droits d'auteur et sur la signification du terme canon dans une fiction et son sens juridique. J'espère que cela va permettre à certains de comprendre leurs droits et comment protéger ces mêmes droits s'ils souhaitent un jour écrire une fiction. Je pensais bien évidemment qu'avec 3 vidéos, tout le monde avait compris que la première vidéo était faite pour dire que non, Broly n'est pas canon, que c'est un personnage lambda et que toutes ces histoires sur sa force étaient ridicules. Comme je le disais, ce film a 23 ans. Et Broly n'était qu'un faire-valoir à Goku, et il s'inscrivait dans la tradition littéraire japonaise, à savoir un méchant ou un héros de légende. Évidemment, il y a une question d'argent, mais pas que. Car si j'étais d'accord avec le chef sur ce point, il se trompait complètement dans sa vidéo sur le plan à qui revient l'argent. Dans la vidéo 2, je souhaitais montrer la différence entre le canon juridique et le canon vu par les fans que nous sommes. La première partie expliquait le canon et son rôle sur les droits d'auteur, et la deuxième partie était censée expliquer le canon vu par les fans. Car que ce soit la définition d'origine du mot canon, c'est-à-dire celle que je vous ai donnée, celle du 15 novembre 2011, ou que ce soit dans la définition Wikipédia, il n'est jamais question de chronologie et de pouvoir replacer telle ou telle histoire dans l'ordre précis de la fiction d'origine. Ça, c'était un point que vous auriez dû voir de suite. Bien que cela soit un point de vue de fan, il est facile de démontrer, malgré les incohérences, que sur les 13 films, certains peuvent être placés dans la timeline, c'est-à-dire les semi-canons, que d'autres non, c'est-à-dire non-canons, et que d'autres ont tout pour être considérés comme canons. Pourquoi ? Eh bien, c'est encore une fois une question de droit d'auteur. Dans la troisième vidéo, j'expliquais que malheureusement, certains n'hésitent pas à modifier les fiches Wikipédia dans le seul but d'avoir raison, ce qui est complètement stupide et qui prouve qu'ils n'ont strictement rien compris à la démarche juridique du mot canon. Par la suite, j'explique pourquoi la création du film, le guerrier légendaire, ce qu'il répare comme incohérence dans la série, et pourquoi il est important en termes juridiques. Il est important que ce film soit rattaché à la série avec les tomes 24, 26, 27, 28. Bien sûr, certains n'ont rien compris et surtout n'ont pas voulu comprendre les enjeux financiers pour Akira Toriyama, aveuglé par la haine d'un personnage qui est en soi ridicule. Aujourd'hui, nous allons donc voir les conventions de Berne de 1886 et les 168 pays qui ont signé cette convention, et donc le Japon. Sous quel régime en droit évolue le Japon ? Quels sont les droits de l'auteur et que lui rapporte une histoire en termes de canon ? Ainsi, vous allez pouvoir comprendre dans quelle catégorie se placent les films, c'est-à-dire s'ils sont en droit moral ou en droit patrimoniaux, pourquoi le chef fait une erreur en comparant le plan d'extermination des Saiyans ou Dragon Ball GT, qui sont eux placés dans une licence libre, et qui ne peuvent donc pas être comparés avec le droit moral. Bref, nous allons voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous invite à aller vérifier mes dires. Donc, on va reprendre la définition du mot canon. Comme certains ne sont pas allés sur la définition d'origine, je reprends la définition Wikipédia. Canon dans une fiction. Dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga qui est considérée comme authentique ou officielle, ainsi que tous les personnages, événements, lieux dont l'existence dans un univers de fiction donné est indiscutable. C'est assez explicite quand même comme première définition.
On reprend bien cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga, qui est considéré comme authentique ou officiel. Donc ça rentre dans le terme de canon. On n'est pas, encore une fois, dans un terme de canon vu par les fans, c'est-à-dire replacé chronologiquement. Il n'y a rien qui est expliqué là-dedans dans cette première phase pour te le dire. Par contre, c'est très clair, au niveau des droits, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de canon, on voit dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga, qui est considéré comme authentique ou officiel, ainsi que tous les personnages, événements, lieux dont l'existence dans un univers de fiction est donnée et indiscutable. Voilà, là déjà, rien qu'avec cette première phrase déjà, on sait de quoi on parle, on est dans le terme juridique. Ce qui définit le mot canon, c'est que les règles soient respectées, c'est-à-dire les personnages, l'événement, le lieu, mais c'est surtout ce qui permet d'auteur de pouvoir jouir pleinement de son droit et de l'argent que va lui rapporter le film, en ce qui concerne le film Broly, sur plusieurs années. Et ça, je vais vous l'expliquer après avec le droit moral. Une autre phrase qui aurait dû vous mettre directement sur la piste de ce que signifie le mot canon, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le terme comme le définit le chef, c'est celle-ci. Ce terme s'appliqua pour la première fois à une œuvre de fiction en désignant les romans de Sherlock Holmes écrits par Sir Arthur Conan Doyle. Oui, parce que alors ça aussi, Arthur Conan Doyle, il a été fait Sir par la reine, faut le savoir quand même. Donc celui qui a écrit ça, déjà, il a oublié de mettre Sir, quand même, qui est un titre très important en Angleterre. Le but était de les distinguer des nombreux pastiches écrits par d'autres auteurs. Donc là, encore une fois, on est dans un droit d'auteur. Encore une fois, le canon ne signifie que ça. C'est pour ça que moi, la vidéo du chef m'a interpellé. Il remet ça comme si nous étions, pour que le canon puisse exister, il fallait pouvoir le retracer directement dans l'œuvre d'origine, ce qui n'est absolument pas le cas. Encore une fois, le canon désigne les droits d'auteur. Et donc on continue avec le canon dans un univers de fiction constitue un tout cohérent et solide, généralement est considéré comme canon par défaut toute production venant du créateur original de l'univers. Et là aussi, encore une fois, on fait bien la précision sur l'auteur, c'est l'auteur. Or, pour les films Dragon Ball, celui qui est considéré comme l'auteur, c'est Akira Toriyama. Pour les films Harry Potter, encore une fois, celle qui est considérée comme l'auteur, c'est J.K. Rowling. Pour les films Les Seigneurs des Anneaux, celui qui est considéré comme l'auteur, c'est Tolkien. Ce n'est pas le réalisateur, l'auteur. Le réalisateur, lui, est là pour faire le film. À chacun son travail, encore une fois. La vidéo du chef m'a fait quand même sursauter quand je vois que on arrive à confondre Yamoshi, qui est un réalisateur, avec l'auteur Akira Toriyama. Parce que, encore une fois, au niveau juridique, ils sont considérés comme canons. Et c'est bien de cela que l'on parle dans la définition. On ne parle pas d'un auteur tiers quand on parle des films Dragon Ball. L'auteur, c'est Akira Toriyama. Pourquoi ? Parce que si Akira Toriyama n'écrit pas Dragon Ball, eh bien Yamoshi ne réalise pas les films Dragon Ball. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc je m'arrête à cette phrase et je reprends celle qui suit. Et celle qui suit a été modifiée sur la version Wikipédia par rapport à la version d'origine de la définition du mot canon en fiction. Donc on reprend la définition Wikipédia, auteur tiers, virgule, adaptation. Ce qui n'a rien à voir avec la définition d'origine du mot canon, où là il est bien précisé, les adaptations d'auteurs tiers. C'est-à-dire que dans la définition d'origine, on vous précise bien que c'est des adaptations qui viendraient d'auteurs tiers. Là, dans la version Wikipédia, et c'est ce que je reproche sur sa modification, c'est que là on vous laisse sous-entendre les auteurs tiers, virgule, et les adaptations. Non. La vérité, c'est les adaptations d'auteurs tiers. Une adaptation, à partir du moment où elle porte le nom de l'auteur d'origine, c'est-à-dire Akira Toriyama, et ça vous pouvez regarder sur toutes les ventes ou quoi, sur toutes les affiches de films ou bien au niveau de sa filmographie, c'est bien marqué Akira Toriyama. Là, la définition a été galvaudée, elle a été biaisée. On vous laisse sous-entendre que les auteurs tiers et les adaptations sont considérés comme hors canon. Alors que dans la définition d'origine, je le répète encore une fois, ce n'est absolument pas le cas. On vous explique bien les adaptations d'auteurs tiers. Voilà. Déjà, ça posait un problème de compréhension pour beaucoup de gens. Donc on reprend par la suite. Les créations non officielles, non autorisées par les ayants droit, le plus souvent des fans fiction, dans le cadre de fiction littéraire,
par et pour des fans sont généralement exclus des canons. Là, on parle de Dragon Ball Multiverse, par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est hors canon est considéré comme n'existant pas dans l'univers de base, mais plutôt dans un univers parallèle possible. Et donc, j'en viens directement à ce commentaire que Perlier a laissé sur ma page YouTube, où il me donne un lien me permettant de voir l'interview d'Akira Toriyama, où ce dernier explique qu'il considère les personnages des films comme des personnages de dimension parallèle. Je te remercie car ça me permet au moins d'appuyer et de faire une vidéo beaucoup plus complète sur le droit d'auteur. Alors pourquoi ça me permet directement d'avoir une vidéo plus complète? Parce que justement, son interview va montrer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la différence entre le canon juridique et le canon vu par les fans. Donc je lis la question, alors elle est en anglais, je vous la traduis directement en français. Quelle est votre position personnelle sur les films Dragon Ball? Réponse d'Akira Toriyama, je prends les films comme histoire dans une dimension différente de l'histoire principale à la bande dessinée. Et la question, ainsi que la deuxième partie de la réponse d'Akira Toriyama, vous donne la même réponse que ce que je vous dis depuis le départ, depuis le début de cette vidéo. Tout simplement, elle lui pose la question comme ça. Quelle est votre position personnelle sur les films Dragon Ball? D'accord? Donc, on n'est plus sur une question d'auteur, mais d'un point de vue personnel. Alors, pourquoi rajouter cette petite phrase? Eh bien, comme pour la question où le journaliste ou la journaliste lui demande quelle est votre position personnelle, et j'insiste bien sur le personnel, lui répond « Je suis juste comme un membre du public pour eux ». Eh bien parce qu'il se place directement du côté fan et non pas en tant qu'auteur. Pourquoi? Parce que s'il dit ça en tant qu'auteur, s'il dit « Je ne les vois absolument pas comme des membres de mon univers », en tant qu'auteur, je précise bien, eh bien tout simplement, ça voudrait dire qu'il ne reconnaît pas la paternité et donc nous ne sommes plus dans le droit moral. Donc il ne touchera plus jamais d'argent là-dessus et on va faire très simple, la Toei serait en droit de l'attaquer en dédommagement parce qu'il a touché des sommes importantes sur chacun des films qui sont sortis parce que c'est le droit moral. Et je reprends donc cette définition du mot canon. Pourquoi il rajoute ça? Eh bien, lorsque l'auteur original s'exprime sur son univers, mais hors du contexte d'une œuvre, c'est-à-dire des lettres, des interviews ou sur son site internet, ses propos sont la plupart du temps considérés également comme canon. C'est pour ça que Toriyama, faut pas le prendre non plus pour une petite buse, et c'est pour ça que le journaliste a bien posé la question, quelle est votre position personnelle? Et que lui répond, je suis comme un membre du public avec eux, c'est parce qu'il se place du côté fan et non plus du côté auteur. Parce que, encore une fois, je le répète, nous sommes dans le droit moral. Au Japon, comme les 168 pays qui ont signé les conventions de Berne, les droits appartiennent uniquement à l'auteur et à partir de ce moment-là, ça voudrait dire qu'il ne reconnaît plus la paternité des films, qu'il ne reconnaît plus la paternité donc de ses œuvres qui portent pourtant son nom. Donc c'est pour ça qu'il se classe, il se range du côté des fans. Donc, quand on revient à la définition du mot canon, il arrive que les œuvres d'auteurs tiers dépassent l'œuvre de base en quantité et en richesse. Encore une fois, là, on parle d'un auteur tiers. On parle alors d'un univers étendu, gigantesque extrapolation de l'univers de base, mais généralement considéré non canon ou au mieux semi-canon. Donc, encore une fois, là, on parle d'un auteur tiers. Et là, c'est là que le fait que Akira Toriyama soit noté sur chaque film Akira Toriyama et soit noté à chaque fois comme auteur, cela rentre les films dans la catégorie du droit moral et donc ils sont considérés juridiquement parlant d'office comme canon. Il faut bien faire la différence entre le terme canon juridique en fiction et le terme canon vu par les fans. Donc allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet avec le droit moral et les droits patrimoniaux et la différence importante qu'il y a et pourquoi les films juridiquement sont considérés canons et pourquoi ils rentrent dans la catégorie droit moral. Le droit moral reconnaît notamment à l'auteur la paternité de l'œuvre et le respect de son intégrité. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. C'est très important de voir ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, grâce au droit moral, et le Japon est sous le régime du droit d'auteur, eh bien tout simplement, pour toute sa vie et pour après ses descendants, et ça on va le voir après, eh bien l'œuvre lui appartient. Il va toucher des droits sur tous les films en étant considéré comme l'auteur. C'est-à-dire que les films sont juridiquement considérés comme canon et donc ils touchent un droit sur chaque billet vendu, sur chaque cassette et chaque DVD. Et ça pour une durée que l'on va voir par la suite extrêmement longue. Si nous étions dans les droits patrimoniaux confèrent un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre appartiendrait, les films appartiendraient à la Toei et uniquement à la Toei. Et ce pour une durée variable
au terme duquel les œuvres entrent dans le domaine public. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, si nous étions dans les droits patrimoniaux, Toriyama n'aurait plus son mot à dire sur l'exploitation des films, et surtout, il rentrerait dans le domaine public. C'est-à-dire que dans 50 ans, n'importe qui pourrait venir sans demander de droit à Akira Toriyama ou même à la Toei pour venir prendre, par exemple, on était sur Broly, pour prendre le film Broly et en faire autre chose, sans avoir de droit à verser à l'auteur originel. Donc, évidemment, on le sait d'avance, on est dans le droit moral avec Akira Toriyama et on va voir beaucoup plus par la suite. Donc maintenant, on va sur la durée des droits d'auteur par pays. Le Japon ayant signé les conventions de Berne, on est sous le régime du droit d'auteur. Donc, je vous lis la définition. La liste comprend aussi des entrées pour l'Union européenne, la Convention de Berne et la Convention universelle, qui a fixé les conditions minimales pour leurs nations membres ou signataires, c'est-à-dire l'aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'ADPIC, bien que non inclus, nécessite une durée d'au moins 75 ans après la mort. Ça vous explique une chose très simple, c'est-à-dire que si les films n'étaient pas considérés comme canon d'un point de vue juridique, eh bien les héritiers de Akira Toriyama n'auraient droit à rien. Or, là, on est dans le droit moral, et donc les films portent son nom, donc ils sont considérés par définition juridique comme canon, et donc ces héritiers continueront à toucher exactement les mêmes droits et les mêmes pourcentages sur chaque film sorti, sur chaque diffusion de film, sur chaque diffusion de la série, sur chaque manga édité et vendu, et ils toucheront les mêmes droits que lui sur chaque DVD et cassette vendue à travers le monde. Est-ce que maintenant vous commencez à comprendre pour certains pourquoi juridiquement il était important que tous les films Dragon Ball porte la mention auteur Akira Toriyama. Nous sommes en plein dans le droit moral. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est cette fameuse convention. Donc, allons-y. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires artistiques, matrice du droit conventionnel, est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans les pays où ont lieu les représentations de son œuvre. Voilà pourquoi je vous expliquais dans la vidéo numéro 2 que en février 1993, Toriyama a renégocié son contrat avec la Shueisha pour une simple et bonne raison, parce que Glénat est venu acheter les droits de diffusion en Europe et en France, en Belgique, enfin un peu partout. Et donc, il était en droit de faire prévaloir son droit d'auteur, puisque le Japon a signé la Convention de Berne, pour renégocier son contrat. Et c'est pour ça que je vous expliquais que ça a pris du temps. Donc, on continue sur les conventions de Berne. Alors, signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle est complétée à Paris en 1896, révisée à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée encore une fois à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967, à Paris en 1971 et modifiée en 1979. Ce traité, dont les parties contractantes, pays signataires, c'est-à-dire le Japon, la France, sont au nombre de 168 pays en 2015, est géré actuellement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est l'OMPI, organisme spécialisé au sein de l'ONU. L'OMPI regroupe à présent 184 États. Et donc là, on va directement au pays qui nous intéresse, c'est-à-dire le pays d'Akira Toriyama, et quels sont les droits attribués à ce pays. Donc le pays Japon, les conditions de copyright. Alors ça aussi c'est important parce que effectivement le canon n'est qu'une histoire de copyright. Donc basé sur le décès de l'auteur, c'est-à-dire après la mort de l'auteur, pendant plus de 50 ans, eh bien ses héritiers auront droit à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire auront droit aux mêmes droits moraux que Akira Toriyama. C'est-à-dire que pendant 50 ans, plus de 50 ans après sa mort, ils pourront toucher les mêmes droits sur chaque film, sur chaque DVD, sur tout ce qui est vendu signé Akira Toriyama, ils toucheront de l'argent dessus. Ouais, vous comprenez, commencez à comprendre pourquoi c'est important, encore une fois, que les films soient considérés juridiquement comme canon. Ça va, ça rentre bien pour tout le monde. Donc maintenant, ça c'est pour sa mort. Maintenant, on passe à lui. Comme il est toujours vivant, Akira Toriyama, il n'a que 61 ans et j'espère qu'il continuera encore à vivre longtemps. Les conditions de copyright basées sur les dates de création et de publication. Et là, on va parler pour tout ce qui est œuvre cinématographique au départ. Donc pendant 70 ans, à la publication, c'est-à-dire que là on parle de la série pour la publication, à partir de 86, pendant 70 ans, Akira Toriyama va toucher un droit d'auteur
à chaque fois que la série va être diffusée dans n'importe quel pays à travers le monde, pendant 70 ans, que ce soit une rediffusion ou la première diffusion, il va toucher pendant 70 ans des droits d'auteur. Et là, on en vient au film, où si elle est inédite, c'est-à-dire les films, hein, c'est des inédits, c'est des hors-séries, on va dire ça comme ça, pendant 70 ans, il va toucher des droits à partir de leur création. Donc on revient sur le film Broly, puisque c'est celui-ci dont on parle depuis 3 vidéos. Eh bien le film Broly a 23 ans, ce qui veut dire qu'il lui reste encore 47 ans à toucher de l'argent sur ce film. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous expliquais qu'il était important, ce n'est pas un coup de pub que les films portent son nom. C'est simplement que ça lui revient, ça lui rapporte de l'argent pendant 70 ans. Et encore une fois, pour les films, sur chaque fois qu'ils sont diffusés au cinéma, sur chaque place de cinéma qui sont vendus, sur chaque DVD et cassette qui sont vendus, ou à chaque fois que le film est diffusé à la télé, il touche les droits d'auteur, c'est-à-dire les droits les plus importants qu'il y ait dans le monde de l'édition. C'est pour ça que les films sont canons d'un point de vue juridique. Maintenant, on passe à sa bande dessinée, enfin au manga en lui-même. C'est-à-dire que pendant 50 ans, à la publication, à la première publication, il va toucher des droits pendant 50 ans. C'est-à-dire que le premier tome est sorti en 1985, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Eh bien, depuis 1985, pendant 50 ans, il va toucher des droits sur chaque manga qui sont vendus, sur chaque réédition qui sont faites de son œuvre. Et là, on en vient aux mangas papier, c'est-à-dire les éditions couleurs qui ont été faites à partir des films. Hein, ils n'ont pas été faits d'abord et les films créés ensuite, ça c'est important aussi. Les mangas papier édition couleur qui sont sortis des 13 films, eh bien là aussi, pendant 50 ans, à partir de leur création, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont été faits, eh bien pendant 50 ans, il va toucher des droits d'auteur là-dessus, sur chaque manga vendu, sur chaque réédition qui sont faites. Vous voyez, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi les films, par exemple, les 13 films Dragon Ball Z, ont chacun leur manga. Ils ont chacun, il suffit de vérifier, hein, là encore, vous allez, si vous tapez par exemple les mercenaires de l'espace, édition papier, et vous tapez sur image, et là vous allez voir. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, je le dis comme ça, l'édition Le Guerrier Légendaire, que j'ai ici, elle est estimée aujourd'hui à 200 €. Moi je l'avais payé dans une brocante il y a 8 ans de ça, je l'avais payé je crois 15 € ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, elle vaut 200 €. Je le redis et je le redirai tout au long, le canon c'est d'une question juridique, ça lui permet de gagner de l'argent et de poser son nom en tant qu'auteur et permet d'assurer son train de vie et sa descendance. Alors, pour bien vous montrer que je ne vous raconte pas n'importe quoi, maintenant on va sur le régime du pays. Donc le pays, on prend le Japon, puisque c'est toujours le pays d'Akira Toriyama. Donc le type de régime, c'est un droit d'auteur. Et qui est le titulaire des droits? Eh bien, c'est toujours l'auteur. Voilà pourquoi c'était encore une fois, et que je vous explique la différence entre canon juridique et le canon vu par les fans, parce que juridiquement, Akira Toriyama, au Japon, eh bien, celui qui détient les droits, tous les droits à Dragon Ball, eh bien, c'est lui. Donc les droits qui sont accordés au Japon, ce sont les droits patrimoniaux, comme en France, ou le droit moral. Donc ce qui veut dire que 50 ans post-mortem, ce que je vous expliquais, plus de 50 ans après sa mort, c'est-à-dire 75 ans, les héritiers d'Akira Toriyama toucheront exactement les mêmes droits que lui sur tout ce qui est marqué film ou manga Akira Toriyama. Et il touchera, lui, une rente par rapport à tout ça pendant 70 ans à compter de leur publication. Bref, c'est tout ce que nous avons vu juste au-dessus. Pour ceux qui ont l'idée ou qui ont l'envie, qui sont passionnés, ça peut être pour le chef aussi, hein. J'espère qu'un jour, ces BD se vendront comme des petits pains, je lui souhaite. Mais c'est important aussi de savoir vos droits. Et Akira Toriyama, alors je vous le dis très honnêtement, hein, c'est Torishima qui a négocié la plupart des trucs pour Toriyama. Mais ce mec-là, Toriyama, aujourd'hui, touche un droit pour tout ce qui porte son nom. Et ça, c'est pour ça que les films sont considérés comme canon, encore une fois. Il y a aussi des exceptions à la règle du droit d'auteur, mais elles ne concernent que les droits patrimoniaux et non pas le droit moral. Et je le rappelle, Akira Toriyama est sous le régime du droit moral et non des droits patrimoniaux. Donc je rappelle ce que c'est. Les droits patrimoniaux confèrent un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre pour une durée variable, un peu comme un bail commercial qui est un 3, 6, 9. Eh bien, la durée d'exploitation pour une œuvre littéraire est entre 5, 10 et 15 ans. Voilà. Au terme duquel l'œuvre entre dans le domaine public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans le domaine public, cela appartient à tout le monde, sans avoir besoin de reverser d'argent à Akira Toriyama, parce que c'est lui dont on parle, donc forcément c'est lui que je cite.
Donc ça n'est pas intéressant pour Akira Toriyama, donc son œuvre lui appartient, donc il est sous le régime du droit moral. Donc on va lire les exceptions sur les droits patrimoniaux au Japon. Pendant la durée des droits patrimoniaux, toute production ou représentation de l'œuvre sans le consentement du titulaire de ces droits est en principe interdit. Toutefois, pour assurer un équilibre entre les droits de l'auteur et l'accès du public à l'information et à la culture, il est le plus souvent prévu un certain nombre d'exceptions dans le cadre desquelles il est possible de reproduire et de représenter l'œuvre sans autorisation préalable. Les exceptions concernent les seuls droits patrimoniaux et non le droit moral. C'est pourquoi il est obligatoire de citer le nom de l'auteur à chaque utilisation de l'œuvre. Certaines exceptions ne concernent que le droit de reproduction, c'est-à-dire les copies privées, d'autres seulement le droit de représentation, c'est-à-dire le cercle familial, et la plupart des exceptions couvrent cependant ces deux prérogatives. Et donc, dans quel cadre on a le droit d'utiliser les œuvres d'Akira Toriyama sans lui reverser d'argent, mais dans quel cas nous sommes obligés de citer son nom? Eh bien, les exceptions sont les suivantes. L'exception de copie privée qui permet la reproduction pour un usage privé d'une œuvre, c'est-à-dire tu as le droit de faire une copie du DVD ou de la cassette pour le regarder chez toi. Tu n'as pas le droit de la revendre, mais tu as le droit de la regarder et d'en faire plusieurs copies. La représentation d'une œuvre dans un cercle de la famille et des proches sous réserve qu'elle ne donne lieu à aucune forme de paiement. Là encore, tu as le droit d'inviter des copains ou des copines chez toi pour regarder un film Dragon Ball Z, tu as parfaitement le droit de le diffuser, sauf que tu n'as pas le droit de demander d'argent à tes amis. La reproduction et la représentation d'analyse et de courtes citations dans un but d'illustration ou de critique d'une œuvre publiée. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le droit sur YouTube d'utiliser certaines parties de son manga, enfin normalement, à la base, on devrait avoir le droit sans lui reverser d'argent, mais il faut juste citer son nom. Normalement, on a le droit. Mais bon, YouTube a une autre vision des choses. L'imitation d'une œuvre pour en faire une parodie, le pastiche ou la caricature. Tiens donc, on revient à la définition du mot canon avec pastiche. Évidemment, on a le droit d'utiliser son œuvre pour en faire une parodie, un pastiche ou une caricature, sans être obligé de lui reverser le moindre centime. Par contre, nous sommes obligés de donner son nom, le nom de l'auteur. La reproduction et la représentation d'extraits d'une œuvre à des fins d'information, c'est-à-dire notamment dans le cadre des revues de presse réalisées par les journalistes, c'est-à-dire qu'eux ont le droit de se servir de ça pour leur documentaire, par exemple. Pour faire un reportage, ils ont le droit de se servir de son œuvre. Ils doivent citer son nom, mais ils n'ont rien à payer. La reproduction d'une œuvre en vue de la constitution d'archives par les bibliothèques, c'est-à-dire accessibles au public, les établissements d'enseignement ou les musées qui ne cherchent aucun avantage commercial ou économique ou direct ou indirect. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des copies à partir du moment où sur ces copies est bien noté le nom d'Akira Toriyama. Ils ont le droit d'en faire des copies pour permettre à ceux qui viennent dans la bibliothèque de pouvoir lire tranquillement les mangas d'Akira Toriyama. Encore une fois, il faut que son nom soit cité. La représentation des œuvres des personnes handicapées et leur adaptation à leur profit, c'est-à-dire qu'on a le droit parfaitement, sans reverser d'argent à Akira Toriyama, il faut encore une fois que ça porte son nom, mais on a parfaitement le droit de transformer les mangas en mangas braille pour que les aveugles puissent les lire. Ça, c'est parfaitement autorisé. Sauf que, bien évidemment, encore une fois, on est obligé de citer son nom. L'exception pédagogique qui permet à un enseignant de reproduire et représenter des extraits d'œuvres au profit de ses élèves, c'est-à-dire qu'un enseignant a parfaitement le droit dans sa classe de diffuser un film Dragon Ball à partir du moment où le nom de l'auteur est cité dedans, que les élèves, voilà, il n'a pas fait payer. Ça, encore une fois, on a le droit. La protection des logiciels est limitée à son code. Si l'auteur du logiciel est salarié, les droits patrimoniaux, appartiennent automatiquement à son employeur. Et là, encore une fois, c'est important. L'employeur d'Akira Toriyama, c'est la Seishua, mais c'est un contrat d'auteur. C'est-à-dire qu'on est sous le droit moral. Encore une fois, c'est important de le préciser. On n'est pas dans des droits patrimoniaux avec Akira Toriyama. On est dans le droit moral. On est au Japon, on est sous un régime de droit d'auteur, donc ça lui appartient complètement. Donc ça ne concerne pas. Donc avec toutes ces exceptions, vous avez bien compris que les 13 films Dragon Ball Z des années 90 sont tous considérés comme sous le régime du droit moral et sont donc par définition connus sous le canon juridique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est Akira Toriyama, l'auteur. Donc ces exceptions sont régies quand même par l'article 9 des conventions de Berne. Alors je m'en vais vous les lire. Les conventions de Berne énoncent que les exceptions aux droits d'auteur ne sont applicables qu'à la triple condition qu'elles correspondent à un cas spécial, c'est-à-dire par exemple les aveugles, qu'on puisse leur traduire le manga en braille, ça paraît logique tout en citant son nom. Là on n'a pas de droit à verser, donc on rentre dans le cadre. Qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, c'est-à-dire que ça ne soit pas une série parallèle
à l'œuvre en général, c'est-à-dire par exemple Dragon Ball Multiverse. Hein, ça porte atteinte, donc normalement on n'a pas le droit, ça ne rentre pas dans le cadre des exceptions. Ou bien qu'elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits. Donc je rappelle que nous sommes au Japon et que donc le régime, c'est le régime du droit d'auteur, et donc il ne faut pas porter atteinte à Akira Toriyama, tout simplement parce qu'il est en droit de demander des dédommagements. C'est repris par l'article 13 de l'accord sur l'aspect des droits de propriété intellectuelle au commerce du 15 avril 1994. Et en pratique, normalement, le juge doit vérifier au cas par cas si une exception est conforme au triple test. Et donc, avec ça, j'espère que tout le monde a bien compris que donc les films, les 13 films DBZ des années 90 ne rentrent absolument pas dans les droits patrimoniaux, mais dans le droit moral. Et qui dit droit moral dit donc film canon. La vidéo du chef n'expliquait pas correctement cette définition du mot canon. Je pense que ça le dépasse largement sur un point de vue juridique, et donc il était important de bien préciser pourquoi les 13 films font partie des canons de Dragon Ball. Donc avec tout ça, j'espère que vous ferez la gymnastique intellectuelle de comprendre pourquoi Toriyama ressort en 2013 Battle of God et en 2015 la résurrection de Freezer, et qu'il en fait une série. Eh bien parce que ça relance tout simplement ses droits d'auteur de 70 ans pour les films, 70 ans pour la série. Là encore une fois, eh bien, l'avenir de ses descendants, son avenir, la rente qu'il touche pour chacun, s'allonge encore une fois de 70 ans. Et donc, avec tout ça, ça me permet de rebondir sur ce que je reproche au chef, c'est-à-dire sa comparaison du film Broly. Encore une fois, Broly, on s'en fout, on parle des films, que ça soit bien clair pour tout le monde. Pourquoi la comparaison entre le plan d'extermination des Saiyans et Broly était une connerie monumentale? Eh bien tout simplement parce que ce téléfilm, parce que c'est un téléfilm à la base, au départ il est sorti en 2 fois 25 minutes, est sorti en septembre 93 pour être une solution aux jeux vidéo sortis en août 1993 sur Super Famicom et uniquement au Japon. Il n'est sorti en France qu'en 2010, il ne fut traduit en français qu'en 2010. Donc c'est une production Bandai, et là on ne parle plus du tout de la même chose, on n'est plus sous le droit moral, mais dans ce qu'on appelle une licence libre. C'est-à-dire, je vais vous lire la définition, une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède toute une partie des droits que lui confère le droit d'auteur, en laissant au minimum 4 droits considérés fondamentaux aux utilisateurs, c'est-à-dire l'usage de l'œuvre, c'est-à-dire que Bandai avait le droit de se servir du monde de Dragon Ball, étude de l'œuvre pour comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses besoins, c'est-à-dire que c'est un film qui a été adapté pour faire du jeu vidéo, pour vendre du jeu vidéo, donc c'est normal. Modification, amélioration, extension ou transformation en incorporation de l'œuvre à une œuvre dérivée. C'est-à-dire que, encore une fois, le plan d'extermination des Saiyans est une œuvre dérivée. On ne parle pas des films. C'est bien une œuvre dérivée faite par Bandai pour vendre du jeu vidéo. Ainsi que la redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres usages, y compris commercial. À des fins commerciales, on parle du jeu vidéo, ce film n'était là que pour vendre du jeu vidéo et donner une solution. Encore une fois, là on parle de licence libre et non pas de droit moral. Il a touché de l'argent là-dessus, mais il ne touchera plus jamais d'argent. Bandai peut le rediffuser, c'est d'ailleurs ce que Bandai a fait, comme je le disais tout à l'heure, en 2010. Ils ont distribué ce film en France en le traduisant, en faisant une VF, et ils ont pu gagner de l'argent là-dessus sans reverser le moindre centime à Akira Toriyama. C'est pour ça que j'expliquais dans la vidéo que comparer ces deux films, c'était impossible, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, pour moi, c'est une arnaque intellectuelle parce qu'il n'y a pas eu d'effort de fait pour essayer de bien différencier les deux. Et ça appuie un propos qui n'est pas un bon argument. C'est possible aussi parce que je suis un petit peu un génie dans mon domaine. Et là, on reprend directement à Dragon Ball GT. Pourquoi? Parce que Dragon Ball GT est aussi une licence libre. J'explique pourquoi. En 96, l'anime s'arrête. On est d'accord? En 95, le manga a cessé d'être produit. Donc, il n'y a plus rien pour la Toei à vendre en tant qu'animé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé une licence libre à Akira Toriyama. Donc, je répète comment ça se passe, avec l'usage de l'œuvre, étude de l'œuvre pour comprendre le fonctionnement ou s'adapter à ses besoins, la modification, amélioration, extension, transformation. Donc Dragon Ball Z GT est une extension, je le rappelle, de Dragon Ball Z avec des transformations, c'est-à-dire que par exemple Goku devient petit, n'est plus du tout avec sa tenue orange mais avec une tenue bleue et jaune, et on découvre le SSJ4. Donc là encore, c'est une œuvre dérivée.
Et cela permet donc à Akira Toriyama de laisser la licence libre à la Toei et de reprendre le manga DBS Super à partir de l'arc-bout pour une simple et bonne raison, c'est qu'avec Dragon Ball GT, il ne touchera jamais d'argent sur les diffusions et rediffusions de la série. Tous les droits appartiennent à la Toei. C'est tout. Ils ont juste fait en sorte que ça corresponde à une œuvre. Mais c'est encore une fois, c'est une œuvre commerciale et absolument pas une œuvre qui fait partie de l'œuvre complète et littéraire de Akira Toriyama. Cuir, cuir, cuir moustache. 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 Cuir, cuir. Hop, 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 partez pas. Ça, c'était le canon juridique. Voilà le canon pour les trolls. Bien évidemment, je pouvais pas finir sans faire un petit bilan de tous les commentaires que j'ai pu avoir sur les 3 vidéos Broly. Je ne sais pas ce qui est le plus désespérant, ceux qui ne sont pas capables de lire une définition et de la comprendre, ou bien ceux qui sont de mauvaise foi. Donc je vais parler un petit peu des trolls qui sont arrivés sur mes pages YouTube. Donc je vais passer ceux qui insultent, ceux qui menacent la famille, enfin blabla, on connaît la musique, hein, de toute façon, derrière un ordinateur c'est toujours très facile. Donc c'est pas pour être méchant que je vais montrer un petit peu du doigt ceux qui font des trolls et des spams sur les chaînes YouTube. Et je vais faire une petite aparté sur toi, tu t'en doutes, jeune fou. Donc, je t'explique juste une chose. J'ai à peine 500 abonnés, d'accord? Norman, par exemple, lui en a plus d'1 million et quelques. En sachant que ma page n'est pas monétisée, donc il n'y a pas de publicité, donc elle n'est pas mise en avant, il y a une chance sur 1 million qu'un Anglais vienne se perdre sur ma page. Donc, c'est vrai que quand je vois qu'un Anglais à qui seul toi réponds et qui fait un Anglais, qui écrit un Anglais Google Traduction, tu m'excuses, je suis un peu mort de rire. En plus de ça, tu t'es mis une fiche Broly où, si tu avais regardé un petit peu dans l'encadré, c'était bien marqué auteur Akira Toriyama, donc déjà tu n'avais pas lu. Ensuite, tu es venu à t'excuser, à me faire... Donc je vais juste mettre ça, le moment où tu t'excuses, parce que je veux pas non plus... Je peux me mettre les anglais, remarque, ça va pas coûter grand-chose. Mais je te le dis pour la prochaine fois, ça ne sert à rien. On combat les choses, on combat quelqu'un par des arguments et non pas par du mensonge. Le mensonge ne te servira à rien, tu vois, comme je te dis, il te dessert. Tu passes pour un imbécile, c'est idiot de faire ça. Et j'en viens directement à notre ami Toto, hein, Tony. Cher ami, j'ai été voir des spectacles de Dieudonné. Je suis allé avec mon père, mes 2 meilleurs amis et avec ma femme. Je suis dans un pays libre, la France, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller voir cet humoriste, je vais le voir. Ça ne veut pas dire spécialement que je partage ses idées. Une fois encore. Par contre, toi, ton ton totalitaire où tu veux faire fermer ma gueule et que tu passes tes nuits et tes journées, parce que la dernière fois, je t'ai chopé à 6 heures du matin en train d'aller sur tous les commentaires qu'il y avait sur mes vidéos, je trouve ça d'une bêtise absolue. Si tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie, je suis désolé, essaye de trouver une occupation. On va faire de la musculation, on fait du ping-pong. Démerde-toi. Mais moi, quand je n'aime pas quelqu'un sur YouTube, eh ben, je ne vais pas sur ses vidéos, tout simplement. Donc, je te conseille, cher ami, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Pour tous les autres, voilà, c'était des petites conclusions. Pour tous les autres, je vous fais de gros bisous. Et puis, j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Encore une fois, moi, mes vidéos ne sont pas monétisées. Je n'ai pas besoin de YouTube pour gagner ma vie. Et je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Voilà, bisous. Stay help me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Stay help me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Stay help me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Stay help me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Had a dream. It was nothing like a sea castle in the wind.